Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau Récap Info. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, disait André Malraux. Et c'est de religion, mais pas seulement, dont il sera question dans cette émission, puisque je reçois aujourd'hui Monseigneur Guy de Kérimel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette période un peu chargée pour vous. Vous êtes évêque du diocèse de Grenoble-Vienne. Qu'est-ce que représente cette période de la Toussaint pour les catholiques ? La fête de la Toussaint est devenue depuis longtemps une fête très populaire. À l'origine, elle a été instaurée quand un pape a rassemblé un certain nombre de reliques des saints, il les a sortis des catacombes pour les installer au Panthéon, dans l'ancien temple du Panthéon à Rome. Et la fête de la Toussaint est née de là. Et aujourd'hui, c'est une fête très populaire qu'on associe très souvent au lendemain, c'est-à-dire au 2 novembre, où on prie particulièrement pour les morts. Mais voilà, aujourd'hui, nous fêtons tous ceux qui sont, dont l'Église nous dit qu'ils sont au ciel et qu'ils partagent la gloire de Dieu et qu'ils sont donc dans le bonheur parfait. Et l'évangile de ce jour, c'est justement l'évangile des béatitudes, bienheureux les pauvres de cœur, etc. Un très beau texte qui résonne toujours beaucoup dans le cœur des gens. Voilà, mais ensuite, l'après-midi, effectivement, énormément de gens vont au cimetière en pensant à la fête des morts que nous célébrons le lendemain. Voilà, mais c'est la fête de tous les saints. Est-ce que l'Église sanctifie encore beaucoup de personnes de nos jours ? Mais pas mal, quand même, pas mal. Et dans notre diocèse, il y a un religieux qui a été un missionnaire de Salette, qui a fondé les missionnaires de la Sainte Famille. Alors, il a fondé aux Pays-Bas. Mais il est originaire de Châtenay, oui, chez nous. Et les religieux souhaitent, il est déclaré vénérable aujourd'hui, et ils espèrent qu'il y aura une béatification et ensuite une canonisation. Et puis alors, je ne l'ai pas encore ouvert officiellement, mais je souhaiterais qu'on étudie un peu le cas d'un autre prêtre aussi, l'abbé Gerin, qui a été curé de la cathédrale de Grenoble au milieu du XIXe siècle, et dont la tombe est toujours fleurie aujourd'hui. Donc, il est enterré à Grenoble ? Au cimetière de Grenoble, oui. Ça peut prendre longtemps, cette procédure ? Ça peut être assez long, oui. Mais ils ont le temps. Mais ils ont toute l'éternité. Voilà. Depuis quelques années, la France fête aussi avec plus ou moins de vigueur Halloween, le 31 octobre. Comment vous voyez cette fête païenne, vous, homme d'église ? Oui, c'est ça, je la vois comme une fête païenne. Il y a un côté, bon, alors c'est une tradition qui vient, je crois, de l'Irlande et qui est fort fêtée aux États-Unis. En France, ce n'était pas la coutume, ça nous est arrivé des États-Unis. Alors, quand j'étais petit, j'ai joué à me faire peur, enfin, avec mes frères et sœurs, nous avons joué à nous faire peur. Là, quelquefois, c'est un peu macabre quand même. Je me souviens, quand j'étais curé en Provence, d'un crâne avec un couteau enfoncé dedans, je me suis dit, bon, dans le contexte de violence actuelle, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, on va s'en tenir aux citrouilles. Oui. Alors, à la Toussaint, certains fleurissent donc les tombes de leurs chers disparus. Et comme toujours, les chrysanthèmes tiennent le haut du panier. Lina Badreddine s'est rendue mercredi au marché aux fleurs devant le cimetière Saint-Roch à Grenoble. Des chrysanthèmes, des pensées, c'est le marché aux fleurs qui revient à quelques jours de la Toussaint. Les clients se succèdent et choisissent avec attention les bouquets qui viendront habiller le souvenir de leurs proches. Des chrysanthèmes, voilà. Mais après, je reprendrai des cyclamènes pour ma maman. Mais il n'y a pas que la Toussaint pour aller sur les tombes. Voilà, elles sont plus fleuries, mais moi, elles sont fleuries tout le temps. Principalement des chrysanthèmes, comme vous voyez dans la remorque. On a 5-6 tombes à fleurir, voilà, c'est la balade annuelle. J'ai choisi par rapport à la taille, parce que comme il y a souvent beaucoup de vent à Grenoble, pour pas que les pots se renversent, je les prends les plus basses possibles, avec des pots assez lourds. Et c'est la première fois que je vais fleurir la tombe de ma maman, puisqu'elle est décédée au mois d'avril. Du coup, c'est un moment émouvant pour vous ? Ouais, très émouvant. Très. Je lui ai choisi un duo fleurs jaune-blanche, parce qu'elle aimait bien le blanc, donc du coup, voilà. Qu'ils soient blancs, rouges, roses, jaunes, comme chaque année, les chrysanthèmes sont bien au rendez-vous, mais pas seulement. Pour honorer les souvenirs, quoi de mieux que des fleurs ? Cette année, la tendance, elle serait plutôt aux coupes. Alors les coupes, ce sont des compositions faites de plusieurs fleurs, résistantes au froid,
pour la plupart. Et, sinon, le retour aussi, les gens aiment bien les grosses fleurs, ce qui était un petit peu passé de mode, ce qu'on appelle les gros chrysanthèmes, les grosses têtes. Le marché aux fleurs s'adresse à tous, aussi celles et ceux qui souhaitent simplement embellir leur maison. Alors c'est pourtant une tradition qui se perd. Il y a quand même de moins en moins de gens qui viennent dans les cimetières, et même à la Toussaint. Ça dépend des régions aussi. Dans le sud de la France, ça restait très fort. Et quand même, les gens... alors oui, maintenant, en plus, avec le développement de la crémation, etc., donc on vient moins dans les cimetières. Et là aussi, il y a toute une culture qui évolue actuellement. Oui. Alors on a bien sûr une très grosse pensée pour les proches et la famille d'Alain Gatron. Il est décédé dimanche dernier au guidon de sa moto entre Lons-en-Vercors et Saint-Nizier-du-Moucherotte. Nous vous l'annoncions dans le JT de lundi soir. Son autre passion après la musique et l'œnologie, c'était donc la moto. Créateur du festival Le Millésime qui venait de fêter son 25e anniversaire, il venait régulièrement nous parler de cet événement et nous inviter à le partager avec lui. Même si au Millésime, on ne trouvait pas de vin de messe. Bref, on l'aimait bien ici et on pense fort à ses proches. Voilà, pour en revenir à ce qui nous préoccupe, Guy de Kérimel, il y a globalement moins de gens dans les cimetières, mais dans les églises aussi, peut-être notamment à l'église Saint-Luc à Grenoble. Est-ce que c'est pour cela que vous la vendez? Alors, c'est une des raisons, mais la première raison, c'est que la paroisse vient d'acquérir un immeuble pour en faire sa nouvelle maison paroissiale, juste à côté de l'église Saint-Louis, très bien située. Et la paroisse a besoin de fonds. Le diocèse, pour l'instant, a avancé l'argent, mais vous savez, sur le plan du droit de l'Église, la paroisse est personne morale, non pas sur le plan du droit civil, mais sur le plan du droit de l'Église. Et donc, c'est vrai que l'église Saint-Luc, il n'y a plus de prêtres attachés à cette église. Ce sont les prêtres du centre-ville qui y vont. La communauté, oui, n'est pas très, très florissante. Et en plus, si vous voulez, ces locaux, il faudrait les entretenir. Le sous-sol n'est plus accessible parce qu'il n'est plus aux normes. Et tout cela supposerait des frais. Et il faut faire des choix. Et moi, j'ai demandé à toutes les paroisses de faire une sorte d'audit de leur immobilier pour voir de quoi elles ont besoin. Et j'aurais demandé que chacune ait une maison paroissiale, si possible, pas très loin de l'église principale de la paroisse. Et après, voilà, nous sommes obligés aujourd'hui de faire des choix immobiliers, mais donc c'est parce qu'il y a moins de monde, mais c'est aussi parce que nous avons des projets d'avenir. Par exemple, de l'autre côté du Drac, la paroisse a décidé de construire une nouvelle église, mais pour la construire, elle va vendre une autre église. Donc c'est un travail qui s'est fait en paroisse. Alors bien sûr, c'est à l'évêque ultimement de prendre la décision. Mais donc, la paroisse a perçu que voilà, cette nouvelle église était nécessaire, qu'elle serait plus accessible. Et donc, ils ont tiré les conséquences. Il fallait vendre une autre église. Et comme dans l'agglomération, nous avons beaucoup d'églises qui nous appartiennent, c'est assez lourd financièrement. Oui. Alors, il y a des églises qui vous appartiennent, d'autres qui appartiennent à la ville. Pour quelles raisons? Voilà, c'est depuis la séparation de l'Église et d'État, donc en 1905. Toutes les églises qui existaient jusqu'à présent appartiennent aux communes, sauf les cathédrales. La cathédrale de Grenoble et l'église Saint-Hugues, qui est collée à la cathédrale, appartiennent à l'État. Et donc, aujourd'hui, la mairie, la municipalité de Grenoble est propriétaire de 3 églises et d'une chapelle rue Voltaire. Quelle est la surface de l'église Saint-Luc? Je ne saurais pas vous dire exactement, mais à l'intérieur, c'est assez grand. Et quelle mise à prix avez-vous fait? Aucune idée pour l'instant. Je ne suis pas sûr que l'économe diocésain en ait une. Et en tout cas, ce n'est pas moi qui vais m'occuper de la mise à prix. Il a des experts qui travaillent aussi avec lui pour cela. Alors, donc je n'ai pas d'idée aujourd'hui de ce que peut coûter. C'est une belle surface. À mon avis, soit ça peut... l'immeuble peut se fermer du haut en bas et ça peut être des habitations. Oui, parce que c'est assez rare. Hein. Donc c'est sur au-dessus. L'immeuble est construit sur pilotis et l'église est juste en dessous. En fait, c'était un montage financier où l'église a vendu le terrain à un promoteur en demandant à ce qu'il construise une église. Est-ce que vous allez vérifier la destination de l'église? Oui, et donc sur ces réflexions, parce que ce sont des questions qui se passent au niveau mondial, donc il y a eu un colloque à Rome l'année dernière,
où on essaye que les destinations soient du côté humanitaire, enfin que ce ne soit pas en contradiction avec ce qui s'est vécu, bien sûr, dans l'Église avant. Donc il y a peu de chances qu'on y retrouve une boîte de nuit oui, voilà, ou serait, un sex shop. oui, non, ça ne pourrait pas. Est-ce qu'il y a d'autres églises dans votre diocèse que vous prévoyez de mettre en vente? Donc sur l'agglomération, oui, nous avons annoncé que, donc, je vous parlais d'une église à Fontaine pour en construire une à Cessinay. Et puis, donc, dans le sud de Grenoble aussi, sans doute pour aider la reconstruction de l'église Saint-Jacques brûlée. Donc, nous allons vendre l'église Saint-Paul, mais aussi restaurer la chapelle Saint-Paul qui est un peu plus loin. Il y a quelques jours, un membre de l'Académie Delfinale a adressé un courrier aux candidats pour les municipales à Grenoble pour les alerter sur le mauvais état du patrimoine religieux de la ville. Donc ça concerne les églises qui appartiennent à la ville. Vous êtes d'accord avec lui ? Eh bien oui, il m'avait montré sa lettre. De fait, il y a, à mon avis, donc on sait qu'il y a des arbres qui poussent dans le clocher de Saint-Louis. Heureusement, le clocher de Saint-André a été refait, mais il était urgent parce qu'il y a des pierres qui pouvaient tomber sur les passants. Mais par exemple, les chenaux n'étant pas nettoyés régulièrement, donc il y a de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur de Saint-André, donc il y a la peinture s'écaille, etc. Et Saint-Bruno, qui a été refait pourtant il n'y a pas très longtemps, puisque j'avais été à l'inauguration à la fin des travaux. Et on me dit qu'il pleut aussi à l'intérieur de Saint-Bruno, donc ça doit être soit une histoire de toiture, soit une histoire de chenaux. Et forcément, les bâtiments, ils ont besoin d'un entretien régulier. Des travaux, il y en a eu à la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble. Les 29 et 30 novembre seront inaugurés les 24 vitraux peints par l'artiste Arcabas avant sa mort. Une grande satisfaction, j'imagine. Oui, tout à fait. Je suis très heureux qu'on ait pu aboutir. Et donc, c'est vrai que c'est magnifique. Alors, voilà. Dès qu'il fait un peu soleil, ces vitraux illuminent la basilique et donnent vraiment une couronne de lumière à cet édifice qui le rend encore plus agréable. Vraiment, c'est un lieu, je ne regrette pas d'avoir investi. D'avoir investi et je pense que voilà, c'est important aussi pour l'Église, mais aussi sur le plan culturel. C'est la dernière grande œuvre d'Arcabas. Et donc, c'est intéressant. Voilà. Oui, c'est un endroit que les personnes qui, même non croyantes, vont pouvoir venir bien sûr, visiter. Il y en a déjà qui viennent visiter, bien sûr. Hein, et j'en suis très heureux. Donc, il y aura un concert gospel le vendredi soir, voilà, le samedi soir. Les festivités débuteront à 20h. Voilà. Et pour inaugurer la finition des vitraux. Alors, à la basilique du Sacré-Cœur, ce sont aussi les cloches qui ont récemment fait parler d'elles. Un riverain qui protestait contre leur sonnerie a finalement été débouté par le tribunal administratif. Il estimait que les cloches qui sonnent toutes les demi-heures entre 7h et 22h contrevenaient à la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État et portaient atteinte à la tranquillité publique. À votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres grognons de ce type ? Non, quelquefois, quand sur telle ou telle autre église, quand les cloches pour les offices ont été remises en route, il y a eu des plaintes, et puis ça s'est tassé. Et finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui disent merci pour la sonnerie des cloches, parce que ça rythme nos journées. Alors, donc, elle s'arrête à 22h, et elle recommence à 7h. Quand on sait le bruit qu'il y a dans les rues, je pense que les cloches ne sont pas vraiment le plus nocif des bruits. Et alors la cathédrale, par exemple, elle s'arrête à 20h en plus. Voilà. Donc moi, il me semble, et les commerçants me le disent aussi, que ça donne aussi de la vie à un quartier, ça donne une touche. Et je ne pense pas, encore une fois, on peut se plaindre des bruits de certains bars en été qui se terminent très tard, à minuit, 1h du matin, etc. Il y a des véhicules qui sont extrêmement bruyants. Mais là, je trouve que les cloches... C'est pas la nuisance la plus désagréable de la vie urbaine. Alors, il y a ceux aussi qui prennent les églises pour cible. L'église Saint-Jacques à Grenoble a été victime d'un incendie en janvier dernier. Dans un premier temps, la thèse accidentelle a été privilégiée. Mais début octobre, on a appris que cet incendie était d'origine criminelle. Des traces d'accélérateur de feu ont été retrouvées. Ce n'est pas le seul lieu à connaître ce funeste destin. La gendarmerie, France Bleu Isère, la salle
salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de Grenoble. Est-ce que ça a été une surprise pour vous d'apprendre que cet accident n'en était finalement pas un? C'est-à-dire que, évidemment, ça a été évoqué tout de suite. Moi, ça m'arrangeait que ce ne soit qu'un accident, d'une certaine manière. Je trouvais et j'attendais, comment dire, non, on m'avait affirmé, les experts avaient affirmé que c'était accidentel, donc ça me convenait bien. Et je me méfie toujours des théories du complot, de chercher des coupables et de ne pas les chercher dans le bon sens. Et donc, il faut être très prudent. Donc, en fait, ce n'était pas un acte strictement anti-chrétien. Et ça, je l'ai dit tout de suite, puisque, effectivement, ça s'insère dans une série d'incendies criminels. Bon, après, c'est quand même, je trouve, très grave pour la liberté de penser, la liberté de culte, etc. Je trouve très grave que dans une agglomération comme Grenoble, il y ait une telle violence et qu'on ne puisse pas réfléchir et travailler à un bien commun et apprendre à se rencontrer, à se respecter. Grenoble est une ville bouillonnante d'idées. Bon, mais je pense qu'il doit y avoir de la place pour tout le monde. Alors, ce sont des lieux symboliques qui ont été attaqués, des lieux d'institution, de pouvoir, d'autorité. Mais une société humaine a besoin d'avoir des responsables, a besoin de personnes qui gèrent, qui prennent des décisions, et on ne peut pas passer son temps à consulter l'ensemble des concitoyens pour des petites choses de détail. Des messages avaient été postés sur des sites anarcho-libertaires. Est-ce que vous aviez déjà eu vent de menaces ou... Non. Moi, je préfère... Je me dis que notre société une société a besoin de confiance. Et si nous partons toujours dans une logique de soupçon et de méfiance en permanence, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je veux faire confiance, alors avec prudence aussi, mais quand même, je veux faire confiance. Vous êtes en contact avec le procureur de la République sur le déroulé de l'enquête ? Le procureur, donc, je l'avais vu lorsque nous étions allés à l'église. C'est lui qui m'a appris l'origine criminelle de l'incendie. Après, non, je n'ai pas d'autres détails sur le déroulé de l'enquête. C'est une enquête certainement délicate et je suppose qu'elle exige du silence. Est-ce que les lieux de culte bénéficient d'une protection particulière ? Non, alors le préfet... Alors maintenant, à la cathédrale, il y a une vidéo intérieure que nous avons fait installer. Et le préfet, bien sûr, va être particulièrement vigilant. Il va nous appeler souvent à la vigilance, en particulier pour la cathédrale, mais pour les autres églises aussi. Pour les grands événements, nous essayons donc qu'il y ait un contrôle des sacs à l'entrée. Mais ensuite, voilà, moi, je rêve que toutes les églises soient ouvertes. Voilà, parce que c'est sa vocation. C'est leur vocation, c'est pour se poser, etc. Et que je crois qu'on ne peut pas avancer si on ne se fait pas confiance. Est-ce que l'église Saint-Jacques, vous avez prévu de la reconstruire ? Nous avons prévu de la reconstruire, oui, d'autant plus. Et donc, c'est pour cela aussi que nous allons mettre en vente l'église Saint-Paul. Bon, alors bien sûr, l'assurance va nous rembourser une partie. Maintenant, ça y est, je crois que les négociations sont achevées. Et nous allons pouvoir commencer maintenant à travailler le projet de reconstruction de l'église. Alors un autre sujet particulièrement compliqué, après plusieurs révélations de scandales d'agression à caractère pédophile, souvent étouffées par la hiérarchie, il faut bien le dire, l'Église catholique a enfin, pourrait-on tenter de dire, décidé de prendre le problème à bras-le-corps. En février 2019, le pape François a organisé un sommet mondial d'évêques sur la question. Début mai, la législation interne de l'Église a été changée pour rendre obligatoire le signalement par des prêtres ou religieux de tout soupçon d'agression sexuelle ou de harcèlement. Toute tentative par la hiérarchie catholique de couvrir des
des abus sexuels doit également être signalé. Et en outre, tous les diocèses du monde avaient 1 an pour mettre en place un système permettant au public de signaler les cas d'agression. Et c'est ce que vous avez fait au diocèse de Grenoble-Vienne, bien évidemment. Oui, donc déjà depuis 2016, nous avons une cellule d'écoute et donc qui a permis à certaines personnes eh bien de se faire connaître aussi. Donc il m'est arrivé de faire quelques signalements. Et puis surtout, donc, puisque les évêques de France ont demandé à une commission indépendante, la commission Sauvé, de faire une enquête sur tout ce qui s'est passé depuis 1950, donc nous avons fait un travail que nous venons de renvoyer à la commission Sauvé sur ce dont nous avons connaissance. Et puis alors quelquefois, on retrouve dans les archives un bout de lettre et on ne sait pas le nom de la personne. Voilà. Mais donc ce travail est fait. Nous faisons aussi un travail de lutte contre les abus en amont. Et donc il y a tout un document qui vient d'être écrit. Nous avons eu une journée aussi avec 160 prêtres, laïcs responsables, etc., sur la question comment gérer, prévenir les abus sexuels. Et là, nous avons fait témoigner 2 victimes, comme je l'avais fait le 28 juin dernier au Sacré-Cœur aussi, lors de la célébration de la fête du Sacré-Cœur. J'avais demandé à 2 victimes si elles acceptaient de donner leur témoignage. C'était assez bouleversant, assez fort, mais je crois que c'est important. Et j'avais vu, il y avait plusieurs victimes dans l'Assemblée, et j'avais vu combien c'était important pour elles de se sentir reconnues comme victimes. Dans ce rapport que vous avez envoyé à la commission indépendante, est-ce que vous savez, alors sur les faits qui ont été portés à votre connaissance, mais combien de personnes pourraient être concernées ? Ça fait depuis 1950, avec des cas dont on ne sait pas s'il y a eu vraiment quelque chose. Et là, il y a des cas où je n'ai pas de retour. Ça fait autour de 23-24 personnes. Parce que vous n'avez pas mené d'enquête, vous avez... C'est-à-dire après, c'est pas à nous de mener pas, voilà, l'enquête. c'est pas votre rôle. Choses qui sont, mais j'ai pas de retour, par exemple, du procureur de la République. Est-ce que c'est une question qui est débattue lors de la formation des prêtres ? Maintenant, oui, ce sont des questions qui sont travaillées. Dans la formation des prêtres, on a intégré la dimension de l'affectivité, de la sexualité. Des psychologues interviennent aussi. Oui, c'est un point. Et tout au long de la vie des prêtres, il y a également une cellule d'écoute aussi pour... Alors, pour les prêtres, ça, nous avons encore à le mettre en place. Mais nous avions, il y a quelques années, déjà travaillé la question de l'affectivité. Et nous avions demandé à quelqu'un d'intervenir à 2 reprises sur cette question. Oui, c'est important. À Lyon, où le scandale a été de grande ampleur avec des répercussions au sein même de la hiérarchie, le cardinal Barbarin a même démissionné suite à l'affaire de l'abbé Prélat. Comment vous, au diocèse de Grenoble, vous avez vécu cette situation ? Très douloureusement. Et d'un certain point de vue, de par l'ampleur du désastre, mais aussi douloureusement par rapport au cardinal lui-même. Donc, c'est sûr que ça a été un choc, je crois, pour toute l'Église de France, ce qui s'est passé à Lyon. Et en même temps, ce choc, d'une certaine manière, est salutaire parce que c'est même un électrochoc. C'est un électrochoc, voilà, qui a permis de mieux prendre la mesure et surtout de voir l'ampleur de la souffrance des victimes. Parce que ça, c'est comme assez récent, la prise de conscience. Et je pense que ce qui s'est passé à Lyon l'a révélé encore plus fortement. Voilà, et donc le diocèse de Lyon a choisi de mettre en place un site internet très complet. On y retrouve des témoignages vidéo des victimes, des prêtres, de psychologues, de magistrats. Alors, on peut être... Alors, nous allons nous en servir aussi. Voilà. Travail, oui. Vous prévoyez de mettre ça en place aussi avec des vidéos ou... Alors, pas des vidéos. Nous avons choisi donc, de faire un travail, un dossier écrit qui a été diffusé. Il y a 1 ou 2 petites corrections à faire, mais qui est semble très bien fait, très bien perçu et qui est déjà demandé par d'autres diocèses de France. Mais je pense que nous nous servirons justement dans les paroisses. Moi, j'avais demandé aux paroisses de travailler cette question aussi. Nous pourrons nous appuyer sur les vidéos de Lyon
sur ce pour témoignage. aider. Et je pense qu'il faut permettre la parole sur ces sujets. Libérer la parole. Libérer la parole, oui. Alors, on est aussi en droit de s'interroger sur le célibat des prêtres. Pour certains, ce pourrait être un bout de réponse à la lutte contre les abus sexuels. La question s'est reposée il y a quelques jours lorsque les évêques d'Amazonie ont demandé au pape d'ouvrir la prêtrise aux hommes mariés et d'envisager que les femmes soient diacres. Mais cela concerne toutefois une situation bien particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, effectivement, en Amazonie, donc, ce sont des territoires immenses. Il y a un évêque français qui est évêque en Amazonie et son diocèse à la taille du Portugal. Vous voyez, et avec des routes ou pas de routes et des moyens d'accès très compliqués. Et donc, il y a très peu de prêtres. Après, c'est une question, moi je suis attaché au célibat des prêtres parce que je pense que ça a du sens de ces hommes qui, alors c'est un célibat consacré, c'est-à-dire par amour de Dieu, mais aussi pour être d'une certaine manière tout à Dieu et tout à tous. Et alors quand il est mal vécu, c'est sûr que ça peut amener des catastrophes. Les catastrophes arrivent aussi dans les mariages, hélas. Et voilà. Alors dans certaines situations, effectivement, sur le plan théologique, les prêtres mariés, ce n'est pas incompatible avec la théologie chrétienne. Voilà. Moi, je préfère, encore une fois, le célibat. Si je suis consulté sur cette affaire, je donnerai mon avis. Après, des femmes diacres, il semblerait qu'il y en ait eu dans l'histoire de l'Église, sans qu'on sache très bien quelle était leur fonction, en tout cas aujourd'hui. Et donc, qu'on y réfléchisse. Moi, je suis ouvert à cette question. Voilà. Donc, pour ce qui est des prêtres mariés ou de l'ordination d'hommes mariés, nous ordonnons diacres des hommes mariés. Est-ce que diacre, vous pouvez peut-être réexpliquer de quoi il s'agit ? Diacres, ce sont des ministres ordonnés, comme les prêtres. Simplement, le mot diakonos, en grec, veut dire serviteur. Et donc, ils ne célèbrent pas de messe, ils peuvent baptiser et présider les mariages, mais ensuite, ils assistent le prêtre et ils ont une mission auprès des plus pauvres, voilà, une mission de service auprès des plus pauvres. Et donc, nous avons là un certain nombre d'hommes mariés. Ça se passe très bien, mais ça peut aussi être compliqué. Soit parce que la femme, du coup, se dit « mais qui suis-je, moi ? Où est ma place ?» etc. Soit parce que, comme dans tout couple humain, il y a des crises aussi. C'est pour ça qu'il faut aussi permettre aux femmes d'être diacres. Peut-être, oui, tout à fait. À l'occasion de ce synode en Amérique du Sud, le pape a également lancé « Les jeunes ont marché récemment en disant c'est notre avenir, écoutons-les ». Alors il faisait référence bien sûr à Greta Thunberg et au mouvement Youth for Climate. Le mouvement français se réunissait cette semaine à Grenoble. Regardez le reportage de Lina Badreddine. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Depuis que la jeune Suédoise Greta Thunberg a lancé le mouvement Fridays for Future, durant lequel les jeunes se mobilisent le vendredi pour le climat, les manifestations pour l'environnement n'en finissent plus. En France et à Grenoble, c'est Youth for Climate, sur le même principe, qui a pris le relais. Déjà plusieurs marches ont eu lieu pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à l'urgence écologique, mais ça ne suffit pas. C'est ainsi que plusieurs fois dans l'année, Youth for Climate organise des assises pour travailler sur différents thèmes. Alors l'objectif de ces travaux et de cette semaine, c'est justement de définir ou de redéfinir clairement les objectifs de notre mouvement, les grands objectifs et puis des objectifs plus intermédiaires, plus opérationnels, et la stratégie qu'on veut adopter pour les mettre en œuvre pour la suite. Ici, c'est sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Air que des jeunes venant de toute la France se sont réunis. Toutes les personnes présentes ici sont plus ou moins actifs à l'échelle nationale. Certains sont uniquement actifs à l'échelle locale et c'est important de savoir aussi ce que les personnes au niveau local souhaitent. Si on peut retrouver une stratégie durable, des objectifs clairs, un but précis, ça va forcément nous aider à avancer plus correctement et peut-être plus rapidement aussi. Pour débattre dans les meilleures conditions, ils utilisent le principe de l'holacratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie et que c'est l'intelligence collective répartie en groupes de travaux qui permet de prendre des décisions.
Vu que c'est un mouvement totalement libre et horizontal, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de preneur de décision ni de hiérarchie, donc les désaccords arrivent naturellement. Et c'est pour ça que là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on tient ces assises. On prend vraiment bien le temps de poser les choses pendant une semaine. On prend tous ce temps, on s'est tous retrouvés à Grenoble. Il y a des représentants de toute la France qui sont là dans ce but-là. On essaye d'avancer tous ensemble et de faire progresser le mouvement. Durant ce rassemblement, près de 100 participants se sont réunis. Alors, les jeunes s'intéressent à l'environnement, l'Église également, même si c'est peut-être un peu plus récent. C'est plus récent. Donc il y a le développement du label Église verte. Et dans notre diocèse, c'est assez récent, effectivement, que nous travaillons ces questions. Et donc la semaine prochaine, nous retrouvons tous les évêques de France à Lourdes et nous allons pendant un jour et demi travailler ces questions d'écologie. Comment ça pourrait se manifester ? Comment ça pourrait se manifester ? Eh bien, déjà par un... Alors, la question de nos bâtiments, nous, est un peu compliquée parce que les églises, on chauffe des grandes surfaces pour des temps très courts, etc. Elles ne sont pas toujours... très développement durable ? Oui, pas vraiment. Mais c'est dans notre vie quotidienne aussi. Comment nous acceptons une plus grande sobriété de vie, comment... dans le concret, nous essayons d'utiliser moins de plastique, comment nous essayons de ne pas surchauffer les pièces chez nous, etc. Je crois que ce sont dans ces petites choses, ces petits pas, et c'est un travail de changement de mentalité qui est à faire, et nous devons nous y mettre, bien sûr. Dans votre diocèse, les jeunes sont particulièrement actifs sous la bannière Either Anybody. Qui sont-ils ? Ce sont des jeunes ou étudiants ou jeunes professionnels, ce sont des jeunes bien de France et d'ici, mais qui ont la foi ou qui sont en recherche. Souvent, quand même, il y a des baptêmes de jeunes à Saint-Joseph, à l'église Saint-Joseph. Ils ont pris possession un petit peu de l'église Saint-Joseph. Oui, je leur ai confié et je ne le regrette pas. Nous avons fêté à la Pentecôte les 10 ans d'Ither Anybody. Et ça se répand maintenant aussi ailleurs dans le diocèse, à Bourgoin-Jallieu, à Vienne, et j'en suis très heureux. Là, ils sont partis à 85 en pèlerinage en Terre Sainte. Ils doivent y être encore aujourd'hui. Et donc, alors, après, quand on fait confiance aux jeunes, ils ont plein d'idées, donc après, on court derrière. et ça nous fait du bien. Moi, j'ai toujours pensé que les jeunes allaient nous aider à adapter l'Église au temps qui sont les nôtres. Et comme nous avons... Moi, je suis né en chrétienté, entre guillemets, et les plus vieux aussi, et nous ne sommes plus en chrétienté. Les jeunes, eux, ils sont nés dans un pays qui n'était plus une chrétienté, ou si ça ne l'a jamais été. Et donc, ils sont capables de vivre leur foi d'une autre manière. Ils peuvent nous aider aussi à nous adapter. Parce que c'est aussi un des grands enjeux de l'Église, s'adapter et regarder vers l'avenir. Oui, tout à fait. L'âge, finalement, c'est dans la tête, puisque votre âge et votre fonction ne vous ont pas empêché de participer à un baptême de parapente il y a quelque temps. Tout avait d'ailleurs commencé sur le plateau de Télé Grenoble, si je ne m'abuse. Expliquez-nous tout ça. Alors on vous revoit, c'était dans l'émission de Thibault Leduc, Si on parlait, et vous étiez aux côtés de Nicolas Plein, qui donc est un jeune scientifique grenoblois qui a décidé d'aller voir un peu d'en haut, en parapente, comment se comportait l'environnement, les montagnes, et puis un jour il vous a emmené avec lui. Voilà, tout à fait, oui. On va voir aussi quelques images de votre vol. Quels souvenirs vous en gardez ? Un très bon souvenir. Je n'étais pas très fier au décollage. J'ai le vertige. Ah oui, parapente, quand on a le vertige, c'est sport. Ben, c'est surtout le décollage. Une fois qu'on est en parapente, on ne ressent plus le vertige. Et donc après, c'est très agréable. Un moment où il y a quelque chose de très doux, silencieux. Vous étiez au 7e ciel ou presque Presque. Mais avec une vision magnifique. Et donc, oui, j'en garde un très bon souvenir. Et puis, on peut dire un petit mot des rencontres cinématographiques de la Salette qui se déroulent jusqu'au 4 novembre. C'est l'espérance qui a été choisie comme thème de cette 10e édition. Dans la programmation, Ken Loach, Eric Romer ou Thierry Binisti. C'est une belle idée pour faire vivre ce lieu ?
Oui, et puis c'est-à-dire qu'entre culture et foi, il y a toujours eu des liens très profonds et je pense que c'est intéressant. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du cinéma et je ne connais pas grand-chose, mais le cinéma exprime l'âme humaine, la quête de l'être humain, la quête du bonheur, etc. Et je pense qu'il y a des choses à entendre aussi à travers ce que les artistes nous proposent, de ce qui se passe aussi dans la société. Les artistes ont des antennes, ils sont extrêmement sensibles, ils perçoivent des choses, et donc il est important pour nous de les entendre aussi et de savoir avoir un regard aussi chrétien sur cet art du cinéma. Ah oui, avec pas mal de cinéma social, mais pas que. La Salette, c'est un lieu que vous aimez bien, je crois. Oui, tout à fait. Oui, d'abord, le site est magnifique. Alors, avec le soleil, c'est mieux que sous la pluie. Ça ne sera pas forcément le cas ce week-end, mais... Voilà. Mais c'est un très beau lieu et je pense que le message, qui est un peu austère à une première écoute, est quand même d'actualité aujourd'hui, et en particulier sur le plan écologique, quand la Vierge dit « mais s'ils se convertissent, les montagnes, les rochers seront couverts de blé ». Et donc, voilà, le lien entre le comportement de l'être humain et la nature. Vous êtes évêque depuis combien de temps ? Depuis 18 ans et à Grenoble depuis 15 ans. Est-ce que vous pourriez changer de diocèse ? Comment ça se passe Ça pourrait, ça dépend du pape. Alors, le pape, on lui présente des dossiers, etc. Mais si on estime les instances chargées de nommer les évêques pensent que c'est bien que je sois déplacé. Bon, ceci dit, à mon âge, si maintenant dans les 2 ans, il n'y a pas de déplacement, je resterai à Grenoble. Je n'ai aucune envie de bouger, je suis très bien à Grenoble. Et donc je ne demande rien et je suis bien là où on me met. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans les années où vous êtes encore... Ici, moi je pense qu'il y a encore un énorme travail à faire pour redynamiser. Alors ça bouge dans certains domaines, on a parlé des jeunes, oui, ça bouge et les jeunes nous tirent en avant. Mais je pense que voilà, nous n'avons pas fini notre travail de réadapter nos communautés chrétiennes à la situation qui est la nôtre, donc où il y a moins de pratiquants. Mais du coup, comment allier le rassemblement, vivre la communion et en même temps la proximité, que les chrétiens ne fuient pas les lieux où ils habitent, etc. Donc tout ce travail-là n'est pas fini. Comment redonner confiance, comment justement les chrétiens peuvent être aussi porteurs d'espérance et d'avenir pour notre société, qui est quand même très inquiète aujourd'hui, qui est une société aussi où il y a quand même pas mal de violence, et comment nous pouvons être là un signe d'autre chose et peut-être d'une alternative aussi dans la société française. Je vous remercie, Guy de Kerimel, d'avoir participé à ce Récap Info que vous pouvez retrouver à 21h le vendredi et puis le samedi à 13h et en replay sur télégrenoble.net. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.